Des années 60 à 80, plus de 2000 Réunionnais, des enfants, ont été arrachés à leur île et envoyés de force dans l'Hexagone, notamment dans la Creuse. 22 années de transferts forcés et des vies totalement brisées. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin sur France 5. Des exils forcés pour alléger une île jugée surpeuplée. Ce dramatique épisode, communément appelé Les Enfants de la Creuse, a laissé des traces indélébiles. Reportage à suivre. Ils étaient tous mineurs à l'époque. Plus de 2000 enfants réunionnais, avec des parents, avec de la famille, des racines. Mais entre 1962 et 1984, tous ont été arrachés à leur île natale. Le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, y trouve la fécondité trop élevée. Il juge l'île surpeuplée. Certains enfants seront envoyés dans la Creuse, 215 enfants, pour repeupler un département à faible densité démographique. Les autres seront dispersés un peu partout en France. Une histoire dramatique, un déracinement évidemment traumatisant, vous allez le constater. Toutefois, la réparation des préjudices subis devra attendre. L'examen d'une proposition de loi en ce sens a été rejeté par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. C'était le 13 mai dernier. On va évidemment en parler dans un instant avec Karine Lebon, députée gauche démocrate et républicaine de la Réunion, et Philippe Vital, professeur de sociologie à Aix-Marseille Université et ancien président de la Commission nationale des experts consacrée à ces enfants de la Creuse. D'abord, voyez ce reportage signé Thierry Scharf, Virasan Chantapania et Aurélie Constant. Début des années 60, Michel Debré, figure politique française influente, a une préoccupation, la courbe de natalité. Nous assistons à une chute brutale de la natalité, voilà qui est grave. À l'inverse des départements ruraux qui se dépeuplent, la démographie de la Réunion explose. D'où l'idée d'exiler des enfants réunionnais en hexagone. Et Michel Debré, député et homme fort de l'île, en est un fervent partisan. Ce sont des jeunes issus de familles en difficulté, éloignés de leur milieu, leur avenir, selon l'administration, ne pourra être que meilleur. Quand je regarde cet océan, qui pour moi est un symbole, puisque j'ai traversé cet océan pour aller en France hexagonale, à des milliers de kilomètres d'ici. On a tellement eu de chagrin, de traumatisme, que cet océan, c'est toute une histoire d'enfants réunionnais qui ont été arrachés à leur famille, soi-disant pour un avenir meilleur. Marie-Germaine est une ex-enfant de la Creuse. Une histoire personnelle comme celle des 2015 jeunes réunionnais que l'État français, à travers l'aide sociale à l'enfance, a décidé d'exiler dans 83 départements de l'Hexagone. Là, j'ai 7 ans et je suis à La Brionne, dans la Creuse. J'ai quitté mon île natale, l'île de la Réunion, j'avais 3 ans. Il y avait toute ma fratrie. Nous étions 6 en tout, 2 garçons et 4 filles. Et arrivés dans ce foyer aguerré, nous avons été triés. Les petits d'un côté, les plus grands de l'autre côté. Et il y a eu quand même aussi cette sélection physique pour savoir chez les ados lequel était le plus fort pour aller dans telle ou telle ferme. Le foyer de Guéret, qui ouvre en 1965, est présenté sous un tout autre jour par les actualités de l'époque. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Marie-Germaine est ensuite placée dans une famille de la région. Je me suis retrouvée dans une famille d'accueil où j'ai vraiment subi la maltraitance, où ça a été, je dirais, un enfer pour moi. On était plusieurs dans cette famille. En fin de compte, ils étaient payés pour nous garder. Et je pense que, pour moi, c'était un élevage de cochons, quoi. Je sais pas, ils nous considéraient comme rien, quoi. Heureusement, à l'âge de 7 ans, Marie-Germaine est transférée dans une nouvelle famille. C'est une autre vie qui a débuté pour moi, parce que je suis tombée dans une famille aimante. Par contre, j'étais une petite fille, bien bronzée, avec des cheveux très crépus, à la Jackson 5. Et là, j'avais des questionnements, parce que mes parents, qui se disaient mes parents, je ne leur ressemblais pas, mais du tout. Et je leur posais la question, je dis, mais
je ne vous ressemble pas, je suis votre fille. Il y a quelque chose qui n'allait pas. À l'âge de 16 ans, Marie-Germaine découvre par hasard sa nouvelle identité en fouillant dans des papiers. Elle interroge alors sa mère adoptive. Et là, elle m'annonce que j'ai des frères et des sœurs qui habitent à côté. Ce qui veut dire que je croisais mes frères et sœurs dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Et ça pendant des années. Devenue adulte, Marie-Germaine n'aura de cesse de retrouver les traces de son passé. Elle effectue plusieurs séjours à La Réunion et elle finit par retrouver son père biologique, aujourd'hui âgé de 88 ans. Installée depuis 2020 sur l'île, elle lui rend régulièrement visite, cherchant à rattraper le temps perdu et à comprendre. Papa, t'es là? On peut rentrer? Oui, il peut entrer. Ça va? Tu es Ça va, beau. ça va. Mais que tu es Pareil, beau. pareil. Tiens, on va s'asseoir. Viens, on va s'asseoir. J'aimerais que l'on discute un petit peu tous les deux. Oui, Que tu me parles de ce qui s'est passé. Alors, regarde. oui, c'était tout le monde. Et maman. Oui, elle était misère. Tous les jours, elle avait mangé. Ton maman demande bagarre, il porte tout. Ton maman est mort. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as vu partir? Mon cœur était gros. Ton cœur était gros. Et tu pensais quoi après quand j'étais partie là-bas dans la Creuse? Mais là, elle avait pris solution, puis elle avait pris les affaires de connaître à tout et tout ça, elle avait pris rien. On me la honte. Mais non, t'as pas honte. Il ne faut pas avoir honte, papa. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, faut pas avoir honte. Le passé, c'est le passé. C'est pas ta faute. C'est pas de ma faute. Pas ma faute, oui. Mais le principal maintenant, c'est que on soit ensemble, qu'on se soit retrouvés. Et puis Non, c'est... retrouvé, oui. Voilà, papa. Qu'est-ce que je suis contente. Content. Ça fait du bien de se retrouver quand même. Ah, moi, j'ai fait bien. Et de moi, du de se découvrir aussi. Ah oui, aussi, oui. En 2024, après un long combat administratif pour retrouver son nom d'origine, Valérie Andanson est devenue Marie-Germaine Périgogne. L'enfant de la Creuse a retrouvé l'identité de l'enfant de la Réunion. Je dirais que tous ces enfants dits de la Creuse, nous avons vécu rupture sur rupture, abandon sur abandon. Nos vies ont été broyées. Nous sommes des survivants et les traumatismes sont présents chez nous, que l'on ait réussi ou pas. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est allé vers des familles pauvres, faire signer des papiers à des parents qui bien souvent étaient illettrés, et on leur a promis un avenir meilleur à leurs enfants. Et on leur a promis qu'on allait revenir tous les ans. Et nous sommes partis pour un aller simple. De quel droit on se permet de décider de l'avenir d'un enfant comme ça? Ce que l'on souhaite, c'est que l'État français présente ses excuses à ses enfants qu'il n'a pas su protéger. On souhaite que notre histoire rentre dans les manuels scolaires. On est vraiment dans la réconciliation. Une histoire évidemment très difficile. Bonjour Karine Lebon, vous êtes députée réunionnaise, gauche démocrate et républicaine. On va parler politique dans une poignée de secondes, mais d'abord en tant que députée réunionnaise, quelle est votre relation personnelle à cette histoire? Je vous ai vu très émue pendant le reportage. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est en tant que réunionnaise, cette histoire-là, elle fait partie de notre patrimoine. On a tous entendu parler des enfants dits de la Creuse et on en connaît tous. Et on est forcément hanté par toutes leurs histoires. Alors j'en parlais dernièrement avec un journaliste qui me disait on n'a pas connu ce qu'ils ont connu. Mais malgré tout, on en cauchemarde encore tous les soirs. Enfin, peut-être pas tous les soirs, mais on en cauchemarde encore. Et c'est vraiment cette expérience-là qu'ils partagent avec nous. On se doit de les aider à réparer cette histoire. Et c'est notre rôle aussi en tant que législateur d'essayer de se dire, mais
sur quoi on peut agir encore tant d'années après. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Précisément, Karine Lebon, l'examen de votre proposition de loi pour reconnaître les préjudices subis par ces enfants a été rejeté, j'en parlais tout à l'heure, rejeté le 13 mai dernier par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Depuis, vous vous êtes tourné vers Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Quel retour? Alors, pour être plus exact, elle n'a pas été jugée prioritaire pour Oui. être inscrite à l'ordre du jour. Ça veut dire que à la rentrée, il y a encore une possibilité. Alors ça décale énormément, ça décale évidemment de quelques mois, mais il y a encore une possibilité à la rentrée. On s'est tourné vers Manuel Valls pour essayer d'avoir cette discussion avant les vacances parlementaires. Il se trouve que l'agenda parlementaire est très chargé, évidemment, donc les options sont assez limitées. Mais on a aussi écrit au président de la République et au Premier ministre pour leur demander un rendez-vous avec ces enfants dits de la Creuse, parce que je suis convaincue qu'en entendant leurs histoires, qu'en entendant tout ce qu'ils ont vécu, la priorité changera. Oui. Et à mon avis, on se doit de faire prendre conscience à ces politiques que cette histoire-là, ce n'est pas qu'un dossier. Très bien. C'est vraiment des expériences qui ont été vécues et qui ont des conséquences Oui. aujourd'hui. Ce n'est pas Et qu'un... c'est pourquoi un Oui. rendez-vous avec le Premier ministre et le Président, à mon avis, sont nécessaires. Ce n'est pas qu'un dossier, Philippe Vital le sait parfaitement. Bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur de sociologie à Aix-Marseille Université et surtout ancien président de la Commission nationale d'experts consacrée à ces enfants de la Creuse. Le rapport final de cette commission a été rendu en avril 2018. Vous qui présidiez donc cette commission, qu'en est-il ressorti à l'époque ? Ce rapport a été rendu, et je dois citer mes trois collègues réunionnais, Wilfried Berthil, Prosper Rêve et Gilles Gauvin, qui ont largement contribué à cette enquête. Écoutez, nous en sommes venus à reconnaître des violences systémiques qui avaient été faites sur ces ex-mineurs, à repérer les lieux de transplantation, à identifier, c'était vraiment le gros de notre expertise, une liste. On a pu établir une liste des 2015. 1600 étaient connus jusqu'alors, et on a pu identifier les 2015, recenser l'ensemble des noms. Ça a été un travail de fourmi pour que chacune et chacun qui souhaite reconnaître et renouer avec leur passé, leurs racines, puisse effectuer ce travail-là. Alors Philippe Vital, 7 ans plus tard, on en est quand même à se poser la question d'éventuelles réparations. Cette proposition de loi de la députée Lebon qui nous accompagne aujourd'hui, qui n'est pas jugée prioritaire, comment se fait-il que 7 ans plus tard, on en soit encore à se demander si violence systémique il y a eu, puisque violence systémique il y a eu, pourquoi l'État français ne reconnaît pas sa responsabilité et pourquoi on se pose encore la question de réparation ? Sans être trop long, je vous dirais je reprendrai les termes en justice transitionnelle de Louis Joannet, qui disait qu'il y a le droit à la vérité. Je crois que le droit à la vérité, par la résolution de loi d'Erika Barèche de 2014, il y a déjà eu un grand pas qui a été effectué. L'État français a lancé une commission, ce qui est aussi un droit, là aussi, à la vérité. Il y a eu cette identification des 2015 ex-mineurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est celui de la justice. La justice est encore en cours, puisque la Fédération des enfants des Drômes a une avocate, Elisabeth Rambé-Sandratane, qui réalise encore là un travail. Donc il y a un travail de fond qui est en cours. Donc ça, c'est celui de la justice. Et ensuite, le troisième droit, celui que vous soulignez, qui n'a pas été effectué jusqu'au bout, c'est celui de la réparation. Il avait été entamé par Jean-Jacques Martial dès 2002, quand il demande 1 milliard d'euros symboliques à l'État français. Et c'est le plus difficile des droits. C'est celui de la réparation, et utilisons le terme de la réparation financière. Évidemment, on va y revenir dans une poignée de secondes. En février 2024, Huguette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion, demandait également que soit reconnu cet épisode de notre histoire. Écoutez un extrait de cette intervention poignante. Aujourd'hui, c'est à la nation tout entière que nous demandons de parachever et d'offrir toute la solennité requise à la reconnaissance de cette triste page de l'histoire contemporaine de la France et de la Réunion. La nation
le doit à ses enfants devenus adultes qui attendent cette reconnaissance. Elle le doit aussi à ceux qui n'ont pas survécu à ces épreuves endurées. Elle le doit enfin à leurs familles. Tous méritent que la communauté nationale dise officiellement que quelles que soient ses motivations premières et secondaires dans la politique de migration des enfants organisée de 1963 jusqu'au début des années 80, entre la France et la Réunion, les droits fondamentaux de ces enfants-là, de ces petits Réunionnais, des nôtres, de ces petits Français, n'ont pas été respectés. Leurs droits n'ont pas été respectés, Madame la députée. Philippe Vital, qui parlait tout à l'heure de réparation financière, c'est aussi ce que vous demandez? Oui, bien sûr, c'est aussi ce qu'on demande. Alors, je me permets de corriger une petite erreur. Le discours du Guet Bello à la tribune de l'Assemblée, c'était en 2014, lors de l'adoption de la résolution mémorielle de Erika Barrage. Et oui, évidemment, c'est ce qu'on demande, puisque Erika Barrage a fait le premier pas qui est nécessaire, qui est important, qui nous a permis aujourd'hui de demander cette réparation financière. Cette voie, Philippe Vital l'a dit, elle a été ouverte par Jean-Jacques Martial, mais elle est importante parce que tous ces ex-mineurs me disent « Mais vous savez, moi, j'ai pas eu la vie que j'aurais pu avoir, que j'aurais dû avoir. J'ai pas pu faire d'études parce que j'ai été empêchée d'aller à l'école correctement. J'ai été réduite en esclavage dans une ferme. Comment voulez-vous ? J'ai été maltraitée. Alors, psychologiquement, ça laisse énormément de traces. Quand on a une enfance bousillée, c'est compliqué de se construire en tant qu'adulte. Et donc, pour tout ça, l'État doit reconnaître cette responsabilité. Et cette loi, cette proposition de loi, je ne l'ai pas travaillée toute seule. Je tiens d'ailleurs à remercier grandement Philippe Vital, Elisabeth Ravessandratana, mais aussi tous les ex-mineurs dits de la Creuse qui ont participé à ce travail, qui ont nourri ce travail et qui ont fait qu'on a abouti à cette proposition qu'on a aujourd'hui. Philippe Vital, malgré tout, elle nous dit quoi, cette décision prise par la France à l'époque, en 1962? Est-ce que c'est une sorte de vision utilitariste de l'enfance ultramarine, une sorte de contrôle social post-colonial qui perdure aujourd'hui à travers l'absence de réparation? Ça nous dit quoi de notre pays? Ça nous informe sur le rapport de l'Hexagone avec ses outre-mer. Et heureusement, il a changé. Et il a changé. Ça nous informe sur la politique de l'aide sociale à l'enfance qui, hélas, perdure dans ses errements. Et je peux citer le scandale qui a frappé notre société, ces enfants de l'ASE du Nord, qui ont été là renvoyés dans des familles qui n'étaient pas agréées. Ça date d'il y a quelques mois. En effet. Donc, on peut se dire, il y avait déjà eu des précédents. Absolument. C'est encore ces enfants de l'ASE qui sont dans les hôtels borgnes de Gare du Nord, oui. Qui sont esselés. Donc ça nous informe sur beaucoup de choses, ça nous informe sur le rapport à l'enfance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans une affaire qui touche la société, une affaire brûlante. Bref, ça nous informe sur notre rapport au territoire ultramarin et sur notre... je dirais trois choses, le rapport au territoire ultramarin, le rapport à l'aide sociale à l'enfance et le rapport aux victimes, qui heureusement est en train aussi de bouger. Madame la députée, c'est une histoire qui reste largement méconnue. Est-ce qu'elle doit figurer dans les manuels scolaires ? Moi, je suis persuadée qu'il faut qu'elle figure dans les manuels scolaires puisqu'elle dit beaucoup de choses d'une époque. Vous savez, vous avez posé la question à Philippe Vital sur la question des enfants des Outre-mer, mais de manière générale sur la population des Outre-mer. Ça dit beaucoup de choses d'une époque. L'histoire des enfants de la Creuse, elle est aussi intimement liée, c'est pas la même chose, mais ça a eu lieu à la même époque, à l'affaire des avortements et stérilisations forcées dans l'est de l'île, qui est une affaire beaucoup moins connue, mais qui a pourtant existé. Ça dit beaucoup de choses de la perception des femmes, des enfants, des peuples des Outre-mer. Et je crois qu'il est temps qu'on regarde en face notre passé pour pouvoir avancer de manière apaisée. Merci infiniment à tous les deux pour cet échange et pour votre regard sur cette histoire.